vu l'heure tardive, je pense que je vais être bref. La chose la plus importante à vous dire, c'est de vous féliciter pour ce travail. Je pense que la qualité des exposés montre que votre réflexion au décours de cette pandémie est évidemment, malheureusement, dans les perspectives des pandémies à venir, parce que tôt ou tard, on sait qu'elles surviendront, est importante. Et donc, même si, évidemment, et c'est normal, il y a objet de débat sur tel ou tel point, je suis vraiment bravo pour ce travail. Juste pour, de façon presque un peu provocante, mais que vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure, que quand le vaccin, et vous avez eu l'idée à l'automne, enfin vous avez eu l'information plus exactement, à l'automne 2020 qu'il y aurait un vaccin, vous vous êtes dit qu'il faut avoir une discussion éthique. Et s'il n'y avait pas eu de vaccin, il n'y aurait pas eu de discussion éthique. Je ne sais pas si vous auriez eu raison, parce que s'il n'y avait pas eu de vaccin, ça veut dire qu'on aurait eu des confinements 2-3 fois plus longs, des restrictions de notre vie quotidienne bien plus lourdes, des conséquences sociales, sociétales, économiques, psychologiques bien plus fortes que ce qui s'est passé. Et donc, à mon avis, des débats éthiques encore plus lourds. Bon, c'est juste histoire de commenter ce point. Donc, globalement, je pense que beaucoup de choses ont été évoquées. Pour moi, le point essentiel de cette affaire, c'est, pardon, je me place du point de vue de la santé publique, je m'en excuse pas, j'assume, c'est comment on traite une crise majeure, comme 160 000 morts, plus d'1 million de personnes hospitalisées en France, ou probablement 18 millions, ou moins 18 millions de morts dans le monde. Comment on traite une crise majeure de santé publique en temps de crise? Je pense qu'on l'a évoqué pour la communication, pour un certain nombre de sujets. Et je pense que cette affaire est loin d'être simple sur tous ces aspects. On a discuté de la distribution des vaccins, vous l'avez évoqué très bien tout à l'heure, avec les étapes successives en fonction des risques essentiellement vitaux et sociétaux, dans une moindre mesure. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas, et c'est pas d'une façon d'ailleurs totalement satisfaisante en ce qui concerne les risques pour les personnes en grande fragilité, mais enfin il y a eu une certaine prise en compte. C'est assez intéressant parce que la CNAM, la direction de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a, à partir de cette expérience, décidé, ça je pense que c'est quelque chose de positif, que les politiques d'aller vers, ça faisait maintenant partie, ça peut paraître curieux que ça n'apparaisse qu'en 2022 en l'occurrence, fait partie de leurs objectifs principaux en termes de santé publique. Je pense que c'est une évolution intéressante dérivée de cette crise Covid. De temps en temps, il y a des choses positives qui se passent. Je voudrais commenter juste, on l'a évoqué un peu, mais pas complètement. Donc la campagne vaccinale a permis de vacciner l'immense majorité des adultes en France. Ça a été évoqué, je ne reprends pas les chiffres. À peu près 80% d'entre eux, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont eu confiance, même si on peut discuter, on a évoqué tout à l'heure ce degré de confiance, c'est évident, mais ils ont été convaincus par leurs proches, parce que le fait probablement que cette campagne de vaccination, du fait d'un nombre de vaccins disponibles qui était initialement insuffisant, s'est faite progressivement sur 6 mois, en touchant une population de plus en plus large. Ça a probablement donné le temps, je me tourne vers vous, monsieur le communicant, pardon de vous appeler ainsi, mais ça a probablement permis toute une série de canaux de communication entre pairs, dans la famille, entre amis, etc., qui a joué un rôle, évidemment avec un rôle pour les professionnels de santé qui ont permis à la vaccination de percoler dans une population qui était initialement réticente, parce qu'en janvier 2021, les instituts de sondage nous disaient que 50% de la population était réticente. Et on peut comprendre les réticences. Un nouveau vaccin, on va pas reprendre tout ce qui a été dit, et on est arrivé à 80%. Chose qui est intéressante, c'est de discuter, peut-être sans prendre trop de temps, un instant, le pass sanitaire, qui est une forme d'obligation partielle, et l'obligation complète pour les professionnels de santé qui a été évoquée. Donc le pass sanitaire, il a été décidé au moment où, comme argument scientifique, il y avait l'information que les personnes vaccinées avaient un risque à cette époque-là, avec les variants de ce moment-là, un risque de transmettre la maladie considérablement réduit, en tous les cas dans les mois qui suivaient la vaccination. Donc logiquement permettant de reprendre un certain degré de vie sociale. Donc ça, c'était l'argument scientifique qui a justifié l'utilisation du pass sanitaire, c'est-à-dire que les personnes non vaccinées, soit elles se testaient, soit elles n'avaient pas de vie sociale, pour dire les choses rapidement. Elles étaient testées dans les dernières 24 heures, elles étaient négatives, elles pouvaient avoir
aller au cinéma ou au café ce soir-là, mais ils recommençaient le lendemain si elles voulaient recommencer. Donc il y avait un fondement scientifique et c'est survenu à un moment où la courbe de progression de la vaccination atteignait un plateau aux alentours de 80% à peu près de la population adulte et les vaccins étaient disponibles, donc il n'y avait plus cette difficulté, il n'y avait plus de pénurie. Et le raisonnement était qu'il fallait vacciner toute la population. Vous avez fait allusion dans l'introduction. Est-ce que c'était justifié de vacciner toute la population, les jeunes adultes, beaucoup moins à risque que les personnes âgées? Donc à l'époque, et ça a été l'attitude adoptée par l'ensemble des pays disposant de vaccins, était de penser qu'il fallait vacciner les personnes jeunes. Un, parce que malgré le fait qu'elles étaient peu à risque, elles étaient un peu à risque, et puis elles pouvaient transmettre aux grands-parents, aux personnes malades. Bref, c'était un acte de solidarité qui pouvait justifier une forme d'obligation. Donc c'est fondé sur ces arguments que ce pass sanitaire a été proposé, voté, parce que c'est une loi qu'il a mis en place, et a été efficace, puisqu'il y a eu un travail qui a été fait depuis par les épidémiologistes, qui montre qu'elle a permis de vacciner 5 millions de personnes. Donc en termes d'efficacité, je ne me parle pas là d'un point de vue moral, mais en termes de santé publique et d'efficacité, elle a été indiscutablement, et je pense que tout le monde se souvient que dans les heures qui ont suivi l'annonce de ma part Macron de la mise en place du pass sanitaire, les gens par centaines de milliers, se sont inscrits à se vacciner. Donc Macron a été sur ce coup un très bon communicant par pression, je le reconnais. Donc l'obligation partielle, en tous les cas vue sous l'angle de la santé publique, à titre personnel, je ne vois pas d'obstacle éthique à partir du moment où le sujet est débattu. Il l'a été, parfois même très vivement, il a été débattu, et une majorité des parlementaires l'ont voté, a été en fait un succès de santé publique. Et quant à l'obligation pour les professionnels de santé, évidemment, elle ressort du même type d'argument. Je vous rappelle, j'ai participé à cette affaire, j'ai ça bien en tête, que quelques années au préalable, on se situe en 1996-1997, devant un certain déclin, pas catastrophique, mais un déclin significatif du taux de vaccination des nourrissons, après discussion et concertation citoyenne à cette époque-là, mais on était hors crise, il a été proposé et décidé par le gouvernement donc en 2018, ça c'est Agnès Buzyn, de rendre obligatoire les 11 valences vaccinales des nourrissons, ce qui a été, en termes de santé publique, un succès, puisque les taux de vaccination ont été très très bons, ont diminué pendant la crise Covid, mais pour des raisons assez évidentes. Et même si la confiance en la vaccination, elle a gagné un cran, mais elle n'est pas, si on interroge les jeunes adultes, est-ce que vous avez confiance en la vaccination, etc., c'est sûr que l'obligation fait en sorte qu'un certain nombre d'enfants sont vaccinés qui ne l'auraient pas été s'il n'y avait pas cette obligation vaccinale. Donc l'obligation dans le contexte de la vaccination est un concept qui a déjà été utilisé en France, déjà au préalable en France et ailleurs dans le monde, même si c'est de façon très inégale en fonction des sociétés, de leur perception de la vaccination, de l'adhésion de la population à la vaccination. Mais de mon point de vue, je pense que, évidemment, le mieux est d'avoir un climat de confiance autant que faire se peut, quand c'est possible. On a vu que malheureusement, il y a des circonstances qui ne le permettent pas. Je ne reviens pas sur ce qui a été très très bien dit sur la situation dramatique des Antilles et de la Guyane en particulier. Mais globalement, au moins en métropole, cela était atteignable. Et dans la mesure où cela a permis donc de vacciner, disons, à peu près 4 personnes sur 5, et le complément a été rendu possible par ces obligations partielles et complètes qui l'ont été sous contrôle démocratique autant que faire se peut, dans la mesure où ces affaires ont été votées par le Parlement. Donc pour moi, ce sont des outils, encore une fois, évidemment, je raisonne en santé publique, des outils qu'il faut actionner avec raison et si possible ne pas actionner l'obligation si on peut s'en passer, mais qui sont disponibles et qui peuvent être utiles au bien commun, puisqu'in fine, cette vaccination, elle a sauvé sûrement un très très grand nombre de vies. On estime 20 millions en 2021 dans le monde. Ce sont des estimations, mais bon, c'est un ordre de grandeur. Voilà. On a déjà discuté beaucoup d'autres choses. Évidemment, les inégalités d'accès à la vaccination, vous l'avez très bien dit à l'instant, et c'est un sujet absolument critique, complexe. Encore une fois, il est politique, éminemment politique, mais il est aussi technique. Et je ne sais pas ce qui sera possible dans des temps à venir proches d'améliorer la situation en fonction des prévisions des futures pandémies. Je ne suis pas extrêmement optimiste, on va dire, mais j'espère que je me trompe.
Mais je juste voudrais qu'on soit conscient que ce n'est pas que un problème politique, même si c'est éminemment un problème politique. C'est une évidence. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain Pichon pour cette conclusion. Merci à tous les intervenants de la soirée. Merci aussi aux contributeurs et contributrices qui n'ont pas présenté leur contribution. Et je vous rappelle qu'il est possible d'acheter le livre si vous le souhaitez. Donc, voilà. Donc, on est là si vous voulez l'acheter, ou s'il est possible de l'acheter aussi dans les librairies autrement, évidemment. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.